C'était pour moi la première fois que j'assistais à des mini-émeutes comme celle-là. Il y a deux aspects, à la fois lutte contre la répression et université critique. Le SMIC a été augmenté de 35%. De mai 68, on connaît les manifs, on connaît la libération sexuelle, on connaît les barricades, bref, on connaît les événements parisiens. Et pourtant, pendant un mois en 68, c'est toute la France qui va bouger. À Lyon, comme partout ailleurs, c'est bien sûr dans les facultés que le mouvement a commencé. Alors, jeune reporter pour RTL, Robert Daran a suivi les premières assemblées générales. Il a suivi la naissance du mai lyonnais. Ça a commencé par une occupation de la faculté des lettres. C'était plutôt sympathique ici, des cris, des chansons révolutionnaires plus ou moins. On chantait l'international, on criait, on sifflait, on recevait des grenades lacrymogènes, on lançait des pavés, mais sans gros incidents majeurs. Les étudiants sont dans la rue, très vite ils prennent le rythme, une manifestation et un nouveau site occupé par jour en moyenne. Ils débaptisent également les lieux emblématiques de l'université. Toujours au centre des débats, la faculté de lettres du quai Claude Bernard. Nous développons notre propre action, c'est-à-dire une contestation du contenu des cours, des rapports enseignants-enseignés, contestation un peu du devenir des étudiants, c'est-à-dire avec la formule « nous ne voulons pas être les futurs cadres de la bourgeoisie ». 13 mai, c'est le premier tournant de mai 68. Nous sommes à la tête d'un puissant mouvement de la classe ouvrière, un grand nombre de travailleurs ayant décidé l'entrée en lutte. Grève et manifestations générales dans toute la France. À Lyon, entre 35 000 et 60 000 personnes défilent de la Bourse du Travail à la place des terreaux. Le mouvement prend une autre ampleur. C'est vraisemblablement la plus grande manifestation qu'il y a eu au XXe siècle en nombre de participants. Et donc, à partir du 13 mai, il y a des entreprises qui vont décider de ne pas reprendre le travail. Depuis hier 19h, le travail a cessé à l'usine Rodiaceta de Lyon-Vèze pour protester contre l'annonce de la suppression d'un certain nombre de postes, 2000 environ. Principal moteur de la contestation, les deux grosses entreprises de Lyon, la Rodiaceta à Vèze et les usines Berlier, 10 000 salariés à L2. Mais partout la grève prend, pendant 10 jours, beaucoup d'ouvriers lyonnais vont même découvrir le syndicalisme. André Dejoux, alors employé des entreprises Mur à Gerland, explique même que c'est son patron qui lui a donné l'ordre de se mettre en grève. Chez nous, il n'y avait pas d'organisation syndicale. Alors c'est le patron lui-même qui nous a rassemblés, compte tenu qu'on ne peut plus travailler et puis qu'on risque des bagarres. Moi, je vous conseille de vous mettre en grève. Et on s'est mis en grève. Les ouvriers de Berlier transforment Berlier en liberté. C'est le début de 10 jours de contestation. 10 jours qui mèneront aux premières négociations dans les entreprises lyonnaises. Les revendications des ouvriers vont alors prendre le pas sur celles des étudiants. On voulait le 13e mois en tant qu'horaire, parce qu'il existait dans la société. On voulait une prime d'ancienneté aussi également parce qu'elle existait dans la société pour les états mais les cadres. Et puis on voulait de meilleures conditions de travail parce qu'on travaillait dans la poussière, c'était vraiment dégoûtant. Disons que les salariés, les ouvriers voulaient vivre autrement, voulaient vivre autre chose. Les étudiants aussi, sauf que ce n'était pas tout à fait le même autrement, le même autre chose. Le symbole de cette divergence à Lyon, ce sera le 24 mai, ou plutôt la nuit du 24 au 25. Ce jour-là, les étudiants appellent à la manifestation générale. L'objectif officiel, occuper le théâtre des Célestins. L'objectif officieux, déclencher des affrontements avec les forces de l'ordre. Il y avait un objectif qui a été clairement défini, qui était donc d'attaquer la préfecture. Il y avait des feux de poubelle, des pavés, des mini-barricades. Jusque vers la rue de la République, ils avançaient en courant sur le pont, lançaient des cailloux ou des bouts de fer sur les CRS qui ripostaient à tir de grenades lacrymogènes. Cette nuit-là, ce sera la seule nuit de violence à Lyon, la seule bataille rangée entre manifestants et CRS. Sur le pont Lafayette, sur la place des Cordeliers, les affrontements font rage. Ils conduiront à la première mort de mai 68, celle du commissaire Lacroix. Un camion, à un certain moment, a servi de bélier, quoi. Et donc, en fait, le camion a dévié de sa route. Et là, semble-t-il, mais ça personne ne l'a vu, semble-t-il, il est allé en direction du commissaire Lacroix.
Les obsèques du commissaire Lacroix sont largement médiatisées. Elles déclencheront les manifestations gaullistes et elles seront surtout le début de la fin pour les manifestants. C'était la fin du mouvement à Lyon, la mort de ce commissaire, et non seulement à Lyon mais à Paris, parce que c'est à partir de cet instant-là que la population a commencé à dire trop c'est trop. Et pourtant aujourd'hui encore, les causes de la mort du policier sont toujours floues. Les 2 manifestants arrêtés et jugés pour le meurtre ont même été acquittés en 1970 après le témoignage d'un interne en médecine. L'interne dit lui-même que le commissaire Lacroix qu'il a soigné n'avait aucune trace d'écrasement quelconque et que c'est lui qui lui a écrasé les côtes. Moi, j'y crois absolument pas. Non, ayant eu le dossier, à l'époque, on était beaucoup plus libre d'aller dans les services de police. Je sais bien qu'ils ont avoué. Aujourd'hui encore, pour l'opinion publique, ce sont les manifestants lyonnais qui ont tué le commissaire Lacroix et cette mort reste comme celle du mouvement. 40 ans après, en tout cas, l'héritage de mai 68, lui, fait toujours débat. Ainsi se termine ce dernier épisode d'un drame qui eut l'émeute de mai 68 pour décor et un commissaire de police comme victime d'une époque maintenant oubliée.